En attendant, je vous invite à répondre à notre petit sondage qui se trouve dans le chat. Nous sommes vraiment curieuses de connaître votre niveau de connaissance des exigences de la loi 27. Donc, j'en profite également pour vous informer que le webinaire sera enregistré et vos et caméras sont désactivés. C'est vraiment pour un meilleur déroulement du webinaire et d'éviter les interruptions pendant les présentations. Je pense qu'on pourra commencer. Alors, rebonjour tout le monde. Mon nom c'est Jenny et je suis la chef de projet responsable de la structuration de l'offre de services et de formation à la CCIVS. Donc, je possède une double maîtrise en économie et en intelligence des affaires. C'est un réel plaisir pour moi de contribuer au développement des ressources et de formations qui répondent à vos besoins pendant cet été seulement. Donc, d'ailleurs, il est possible que plusieurs d'entre vous aient récemment échangé avec moi dans le cadre de notre démarche de sondage et de consultation. Donc, si c'est le cas, je vous remercie aussi d'avoir pris le temps de partager vos réalités avec nous. Il y a du monde qui s'en viennent encore. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour notre webinaire intitulé Loi 27 et risques psychosociaux. Au cours des prochaines minutes, nos conférencières vous présenteront les principales obligations découlant de la loi 27, les impacts pour les employeurs, ainsi que des outils concrets pour soutenir votre organisation. Donc, avant de céder la parole à nos conférencières, je souhaite vous laisser savoir que nous avons notre collègue Amélie dans le chat qui pourra répondre à vos questions d'ordre technique ou logistique tout au long de la rencontre. Toutefois, n'hésitez pas aussi de garder vos questions. On aura un moment à la fin du webinaire pour toutes vos questions. Alors, j'aimerais maintenant remercier nos deux conférencières d'avoir accepté notre invitation. Nous avons Valérie Villeneuve d'Alternative RH et Audrey Girard-Lachapelle de Cerconam avec nous aujourd'hui. Je vais maintenant vous laisser quelques instants pour vous présenter avant de débuter votre présentation. Merci. Veux-tu commencer, Audrey? Vas-y, Oui. vas-y. Alors, bon après-midi tout le monde. Mon nom, c'est Valérie Villeneuve, associée expert conseil chez Alternative RH. On est une firme de consultation en gestion stratégique et ressources humaines située à Vaudreuil-Dorion. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de la loi 27. En fait, moi, mon petit parcours, là, très rapidement, j'ai évolué en direction, une bonne partie de ma carrière en direction générale. D'une équipe d'une centaine d'employés, donc une PME en croissance d'une centaine d'employés. Et je suis une personne de développement, de défis, qui aime faire plein de choses. Et c'est ce qui m'a amené en consultation, en fait, pour travailler avec d'autres entrepreneurs et directions là, qui sont engagés, qui veulent changer les choses, puis créer des milieux de travail qui sont intéressants et légaux, on va dire la vérité. Alors, voilà. Sinon, au niveau académique, j'ai une maîtrise en administration des affaires et un baccalauréat en communication et leadership organisationnel. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci Valérie. Mon nom, c'est Audrey Girard-Lachapelle. Je suis propriétaire d'un cabinet qui s'appelle Cerconam Assurance Collective, dont j'ai pris la relève, en fait, une entreprise familiale qui existait depuis plus de 40 ans. J'ai pris la relève il y a quelques années. Donc, depuis 10 ans, je me spécialise particulièrement en assurance collective, puis programme d'aide aux employés télémédecine. Donc, ça fait partie du sujet aujourd'hui quand on va venir plus vers la fin du webinaire parler un peu plus de solutions, de types de programmes d'aide aux employés, quoi regarder dans un programme d'un régime collectif ou d'un programme d'aide aux employés pour venir se conformer finalement aussi à la loi 27. Donc, ça va me faire plaisir aujourd'hui de partager avec vous et de répondre à vos questions. Merci Valérie et merci Audrey. Donc, avant de poursuivre, on va jeter un coup d'œil rapide. J'espère que vous avez répondu au sondage dans le chat. Alors, 100%, j'en connais les grandes lignes. Ah, c'est déjà bon. C'est bon, ça? À qui?
C'est super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent remplir le petit sondage avant qu'on commence? Bon, on va y aller. Donc, merci à tous. Sans plus tarder, je vous souhaite un excellent webinaire et je cède maintenant la parole à Valérie pour débuter la présentation. Super. Alors, je prends contrôle de la présentation. Et on va parler de risques psychosociaux. Tout le monde connaît les grandes lignes 100%, fait que c'est formidable. On va essayer de bonifier ça un petit peu aujourd'hui dans le 20 minutes qui m'est alloué. Donc, ça va être rapide. Attachez vos ceintures parce que ça part. Vous voyez à l'écran déjà des chiffres au niveau des lésions liées aux risques psychosociaux. Ça augmente énormément au Québec. Est-ce que ça augmente vraiment dans les milieux de travail ou c'est juste qu'on les déclare davantage? Question intéressante à se poser parce qu'on sait que c'est pas nouveau, là, les risques psychosociaux en milieu de travail. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de lésions, là, plus de 71 109 et 79 c'est des chiffres quand même assez parlants que vous voyez à l'écran. Donc, c'est pour vous expliquer pourquoi, dans le fond, le gouvernement a décidé de légiférer en ce sens-là. C'est pas nouveau qu'on légifère au niveau des risques. Là, on a commencé avec le harcèlement psychologique en milieu de travail il y a quelques années. Et là, depuis presque un an, là, on parle des risques psychosociaux. Et c'est un changement quand même majeur au niveau de la loi de la santé et sécurité en milieu de travail parce que vous n'êtes probablement pas sans savoir. J'ai vu une couple de personnes, là, je connais un peu vos industries. Bien, en santé et sécurité en milieu de travail, c'est une responsabilité légale très importante comme employeur ou comme personnel de la direction. Vous pouvez être tenu personnellement responsable d'un accident là, si on est capable de démontrer que vous avez été négligent, par exemple. Fait qu'on ajoute un volet psychosocial là-dedans. C'est vraiment un changement majeur parce que, la personne, elle se coupe une main, je suis capable de le voir assez rapidement. Mais la personne ne se sent pas bien, on parle vraiment d'un autre défi à démontrer et tout ça. Mais les statistiques nous démontrent l'importance de ce type de changement-là dans la loi pour les employeurs, mais également, évidemment, pour protéger nos employés au Québec. Il y a un impact humain et financier aux enjeux psychosociaux en milieu de travail. Vous avez encore là quelques données que je vous laisse lire. Là. Je ne vais pas vous lire ça à l'écran, ça serait un petit peu plate. Mais vous voyez que les risques psychosociaux, c'est réel, puis ça a un impact sur votre organisation. Un employé qui quitte, par exemple, en arrêt, si vous avez vécu ça, un employé qui quitte en arrêt lié au travail, bien, c'est souvent long avant que la personne soit capable de revenir au travail. Ça a des impacts qui ont un coût, OK? Puis il faut être sensible à cette réalité-là. Ça a un coût financier, opérationnel, vraiment un coût qui est quand même assez élevé. Donc, il faut vraiment être conscient de cette réalité-là, mettre des actions de l'avant. Mais avant de mettre des actions de l'avant, il faut s'assurer de bien comprendre la loi et surtout, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Parce qu'à ce point-ci, on ne sait pas encore qu'est-ce que la loi 27 peut vouloir dire. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Vous voyez ici aussi le nombre de plaintes, il y en a quand même beaucoup. Et 57% de ces plaintes-là sont déposées par des femmes. Donc, et ça, c'est une donnée qui est assez stable depuis les 4 dernières années. Donc, important de comprendre cette réalité-là que, oui, on parle des risques psychosociaux, le bien-être des employés, mais il y a vraiment une donnée financière attribuable à ça, puis ça, c'est sans compter tous les coûts opérationnels, comme je disais tout à l'heure, la reconfiguration, quand quelqu'un est en arrêt, je ne peux pas la remplacer, je ne peux pas non plus mettre fin. Donc, il y a vraiment plusieurs enjeux à ce niveau-là. C'est quoi un risque psychosocial au sein de la loi? Bien, on va parler de facteurs présents dans l'organisation du travail. Il faut que ça soit présent dans le travail. C'est souvent un petit peu plus complexe que ça, mais on va se focusser sur le travail qui peuvent aller avoir un impact sur la santé physique et psychologique des travailleuses et travailleurs. Fait quand on dit santé physique, bien, vous avez peut-être déjà vu des employés qui ne vont pas très, très bien, avoir des tremblements, des étourdissements, des maux de tête. C'est ce qu'on veut dire par des enjeux physiques. Hein? Fait que c'est pas juste « je me sens pas bien ». À un moment donné, là, « je me sens pas bien » se traduit en réaction physique du corps. C'est souvent là qu'on intervient, puis il est un peu tard, généralement. Ça peut arriver dans tous les milieux de travail, même les milieux de travail les plus bienveillants. Il peut y avoir des situations qui vont amener des risques psychosociaux importants. Votre rôle, on va regarder tout à l'heure parce qu'il y a des responsabilités différentes en fonction de la taille de votre organisation,
Mais votre rôle, évidemment, bien, comme n'importe quelle obligation d'un employeur, bien, c'est de voir qu'est-ce qui se passe chez vous, d'identifier les zones à risque et de faire quelque chose. Donc, je ne peux pas dire, ben, moi, chez nous, c'est comme ça, je ferai rien. Non, je dois être capable de démontrer au sein de la loi, là, si jamais j'avais une plainte ou quelque chose, ben, que moi, j'ai regardé mes risques, je les ai évalués, puis j'avais un plan de match, puis voici ce que j'ai fait pour faire le plan de match. Parce qu'évidemment, que si je fais juste un plan de match comme ça dans un beau document, qui n'est jamais implanté. Puis si je vais sonder vos employés, puis je leur demande, ben, c'est quand la dernière fois que vous avez eu une rencontre à ce sujet-là, puis que les gens ne sont pas capables de répondre, ben, votre plan de match, il ne sert à rien. Alors, pour tous ceux qui aiment faire des documents qui ne servent pas, mauvaise nouvelle du jour, il faut faire des documents, les implanter. C'est encore plus important qu'est-ce qui ressort de vos employés, à quel point c'est ancré dans la culture, que ce soit en SST traditionnel, les santé physiques, maintenant avec la santé mentale, bien, c'est aussi important de voir ce qui se fait concrètement puis que vos employés soient capables d'en parler, de le communiquer. Avec les risques psychosociaux, le petit enjeu que l'on a, c'est que, bon, là, on va nommer les types de risques psychosociaux dans quelques instants. Il y en a peut-être même par ici qui ont décidé quand la loi a sorti, ou justement la loi a sorti, qui se sont dit, moi, je suis une personne collaborative, fait que je vais en parler avec mes employés, puis on va ensemble regarder l'ensemble de nos risques psychosociaux. Je ne vous dis pas de ne pas faire ça. Je vous dis seulement que chez certains de nos clients qui ont décidé de partager les risques psychosociaux et d'en parler avec leurs équipes, ben, il y a eu des plaintes de posées assez rapidement et la CNSST était là à peu près quelques jours à quelques semaines après dans le milieu de travail. Les risques psychosociaux, pardon, vous allez les voir, on va les voir ensemble, vous avez déjà une petite connaissance tout le monde, on les voit ici, qui, dans le fond, les risques, ben, c'est quand même facile comme travailleur de trouver un risque psychosocial avec lequel peut-être on n'est pas bien bon. OK? On va les regarder ensemble. Je vais vous donner des exemples concrets. Ça va vous expliquer pourquoi, avec les risques psychosociaux, il faut l'adresser, il faut faire les obligations de la loi, mais pour l'instant, il faut être encore prudent comme employeur pour ne pas se ramasser avec de multiples plaintes qui ne sont peut-être pas nécessaires à ce point-ci, parce que même si je n'ai rien à me reprocher et que je suis un super milieu de travail, mes employés peuvent toujours porter plainte. On regarde le numéro 1 ensemble. Bon, l'autonomie décisionnelle. À quel point je suis autonome? À quel point je favorise l'initiative, la créativité? À quel point on me laisse définir? On me donne l'objectif, puis on me laisse trouver comment je vais arriver à mes fins, comment je vais le faire. Donc, le contrôle de l'employé dans son travail. Vous avez sûrement déjà eu, tout comme moi, des employés que vous n'avez pas bien le choix des fois de leur faire un step-by-step parce que sinon, le résultat, il n'est peut-être pas si bon que ça. Bien, quand je fais ça, je nuis peut-être un peu à son autonomie décisionnelle. Donc, le volet d'autonomie décisionnelle, entre autres, bien, il peut y avoir interprétation en ce moment que vous faites du contrôle qui est abusif, alors que ce n'est peut-être pas le cas. En ce moment, avec les risques psychosociaux, on a la loi, mais ce qui va nous intéresser, nous, dans le futur, c'est la jurisprudence de la loi. Donc, la jurisprudence, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est comment la loi va être interprétée par les tribunaux. Et à ce point-ci, on ne le sait pas vraiment. Donc, c'est vraiment l'interprétation de la loi dont on parle aujourd'hui qui va nous aider, nous, les gestionnaires, à dire, OK, comment je le traite? Parce qu'actuellement, comment les risques psychosociaux sont traités dans la loi, bien, on a quand même le dos large, les employeurs et les directions là, dans ça. On va continuer, vous allez voir, on va en rajouter. La charge de travail, donc la quantité et la complexité des tâches, la rapidité des délais, OK? À quel point je dois rendre ça rapidement. L'exigence intellectuelle qu'une tâche peut me demander, OK? Et cette partie-là inclut la perception personnelle de ces exigences et les ressources disponibles. Je ne sais pas vous autres, mais moi, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois que des employés viennent me voir pour me dire qu'ils étaient débordés. S'ils avaient fait une plainte au nom du travail à chaque fois, je serais encore au tribunal aujourd'hui, probablement. Fait que, tu sais, c'est comme, il y a la loi, il y a ça, mais OK, comment j'arrive à dire la charge est excessive? Fait que vous voyez un peu que c'est intéressant, ça protège les employés dans des cas d'abus. Par contre, est-ce que c'est toujours applicable?
c'est là que la jurisprudence va devenir intéressante. La justice organisationnelle, à quel point vous êtes perçu comme un gestionnaire juste et équitable. Donc, à quel point vos politiques, vos procédures sont justes, les décisions que vous faites, parce que c'est sûr, nos politiques, nos procédures, c'est toujours juste et équitable. Mais après ça, comme gestionnaire, moi, j'en entends toutes les semaines qui me disent, moi, ici, c'est donnant-donnant. Ah ouais, hein, donnant-donnant, c'est juste équitable. Comment on prouve ça maintenant? Fait que la notion de justice organisationnelle vient là-dedans aussi l'équité dans les relations. À quel point je suis équitable dans les relations avec les autres et la répartition des ressources. Je donne un petit peu plus à lui, j'en donne moins à lui. Ouais, mais lui, il est meilleur puis il avance plus vite. OK? Comment tu prouves ça maintenant? Fait que, vous voyez, justice organisationnelle, un autre aspect des risques psychosociaux maintenant. Le quatrième, c'est mon préféré, la reconnaissance au travail. Parce qu'on fait beaucoup de diagnostics, nous autres, dans les milieux de travail. Puis quand on sonde les employés, ils vont nous dire qu'ils ne sont jamais assez reconnus. Eux, là, ils travaillent, ils ne sont jamais assez reconnus. Puis quand on sonde les gestionnaires, ils en donnent à la planche de la reconnaissance. Ils en donnent full pin. Fait que la reconnaissance, c'est à quel point je me sens valorisée dans mes efforts. Au niveau de la rémunération, l'estime de soi, l'équité, l'avancement. Donc, vraiment, à quel point je me sens reconnue. Donc, ici aussi, il pourrait y avoir matière à interprétation intéressante. Et le dernier, à quel point j'ai du soutien dans mon travail, des gestionnaires, bien évidemment, de l'écoute, de la disponibilité, de l'ouverture, du respect, mais aussi de mes collègues. Fait qu'à quel point, moi, comme gestionnaire, j'arrive à créer un environnement où on se soutient ensemble. Donc là, vous étiez tous un peu familiers avec les risques psychosociaux, donc j'imagine que vous connaissiez déjà ces 5 critères-là. Maintenant, quand on arrive avec les risques psychosociaux comme ça, vous voyez que les nuances sont quand même grandes et que la responsabilité sur votre dos en ce moment est quand même très importante. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, nous, on vous recommande de dire, OK, on va appliquer la loi, on va faire preuve, on va faire patte blanche, là. On va appliquer certaines mesures, on va en discuter, mais si on saute tête première dans la piscine des risques psychosociaux, il faut savoir que, à travers ces 5-là, je veux dire, même moi, je pense que je pourrais porter plainte à moi-même sur les 5, probablement. Donc, il faut vraiment être sensible à ça, de se dire, attendez, là, si vous avez moindrement, nous, on appelle ça des employés crapauds, hein, des employés un petit peu plus, qui connaissent leurs droits, là, tu sais, puis que là, on s'en va leur servir ça sur un plateau d'argent, bien évidemment que les frais que je vous ai montrés tout à l'heure, préparez-vous en avocat, en médiation, parce que vous allez clairement avancer dans cette direction-là. Donc, ce qu'on veut, c'est appliquer la loi, mais tout en étant stratégique, donc en étant conscient qu'en ce moment, peut-être que la jurisprudence va venir adoucir certaines choses là-dessus. Du moins, c'est ce que l'on souhaite à travers cette démarche-là pour permettre aux employeurs quand même de bien évoluer. Parce qu'on le sait, là, quand il y a des lois qui sont ajoutées comme ça, c'est pour une poignée d'entreprises ou de situations qui ont abusé. C'est plate pour les autres qui vont se retrouver peut-être dans des mesures légales et juridiques sans nécessairement que ce soit nécessaire. Donc, les 5 critères, vous les avez avec leur description. Et puis, c'est ça, il faut faire attention de juste pas plonger tête première là-dedans. Pourquoi on s'intéresse aux risques psychosociaux? Il y a des conséquences, OK, aux enjeux qui ne sont pas adressés. Bon, vous êtes quand même probablement là, assez outillés par rapport au harcèlement psychologique en milieu de travail. Ça fait plus longtemps. Fait que c'est quelque chose que vous êtes soucieux. Tout ça a démontré, dans le fond, que il y a des conséquences sur l'individu, évidemment. Problèmes de santé mentale, troubles musculo-squelettiques, un peu ce que je vous disais tantôt, là, j'ai mal au bras, j'ai mal au dos, j'ai rien. C'est juste le stress, c'est juste la charge, c'est juste que je me sens pas bien au travail. Ça peut être même jusqu'à des maladies cardiovasculaires, donc ça peut aller assez loin. Il y a des enjeux au niveau de l'organisation aussi de ne pas adresser le climat de travail puis de s'assurer qu'on est dans un environnement positif. Bon, bien sûr, il y a plus d'accidents de travail dans les milieux où ce n'est pas adressé, plus de maladies socio-professionnelles également. Hein, on n'est pas à l'abri de ça, même dans les meilleurs climats, mais évidemment que dans les milieux plus toxiques, il va y en avoir plus. Il y a une perte de productivité aussi. Il y a une étude vraiment intéressante qui a été faite il y a quelques années dans le milieu de l'aviation où on a corrélé le bonheur au travail avec le niveau de productivité et de satisfaction de la clientèle. Et ce que cette étude-là a démontré, c'est que dans les milieux de travail où les employés se sentaient bien, étaient heureux, la productivité était en hausse et la satisfaction client aussi.
Et à l'inverse, ben, quand on avait des milieux de travail où les employés ne se sentaient pas bien, étaient malheureux, bien sûr, baisse de productivité, mais baisse de service client aussi. Donc, une autre bonne raison d'adresser ces points-là en organisation puis de s'assurer qu'on y met l'énergie requise. Le dernier, bien, c'est sûr, roulement de personnel et absentéisme. Ça coûte cher, le roulement de personnel. Ça coûte cher, l'absentéisme. On n'a pas parlé du présentéisme aussi qui est sur la slide. Là, les gens qui viennent au travail, mais qui font rien, là, ou peu, là, sont là, mais ils clock in, clock out, mais au final, ça ne donne rien. Fait, tout ça a un coût pour l'organisation. Donc, de se donner des moyens pour créer des environnements positifs, atténuer le risque qui ne sera jamais risque zéro, là, comme en santé et sécurité régulière. Il n'y a jamais un risque zéro. On n'est jamais à l'abri d'une tension ou de quelque chose, mais quand même, notre rôle, c'est d'atténuer ces risques-là. Ça, c'est un des points importants. OK? Je vous ai dit en début de présentation. En santé et sécurité en milieu de travail, c'est tellement important que vous pouvez être tenu personnellement responsable d'un accident de travail. OK? Quand je dis personnellement responsable, c'est pas on va actionner Alternative RH, puis Valérie Villeneuve fait partie d'eux. Non, on va actionner Valérie Villeneuve, sa maison, ses enfants, son chien, son chat, moi personnellement. En amenant les risques psychosociaux sous la loi, bien, évidemment que c'est un risque légal au même titre qu'un danger physique. Donc, on est vraiment sous un chapeau qui est quand même très grand. C'est très important. C'est un gros statement. Excusez l'anglicisme, mais c'est ça, c'est un gros statement quand même. C'est une obligation. Donc, si vous n'êtes pas à jour, premièrement, si vous n'êtes pas à jour au niveau de la santé en général, là, j'ai comme pas beaucoup de temps pour vous en parler, mais c'est santé physique, harcèlement psychologique, harcèlement sexuel, prévention de la violence familiale. C'est en gros, là, si j'en oublie pas, là, si j'en oublie, écrivez-moi-les dans le chat, mais si on n'est pas déjà à jour pour ces politiques-là, bien là, on va faire tout en même temps là, dans votre prévention, mais celui-là vient s'ajouter à celle-là, en gros. Là, OK? Et bien évidemment, bien, la commission des normes peut intervenir chez vous, peut venir vous exiger des correctifs, puis il va y avoir des amendes par rapport, même si vous n'êtes pas tenu responsable, si vous n'êtes pas conforme, vous allez avoir des amendes. Puis là, si vous êtes tenu responsable, bien, ça en suivra des mesures qui peuvent aller d'un extrême à l'autre en termes de temps, d'argent, de disponibilité et bien évidemment de durée, parce que ce n'est souvent pas des causes qui vont se régler en dedans de 6 mois, là, tout ça. Donc, très important de comprendre l'importance de ça. Vos obligations, en termes, bien là, vous voyez, 20 travailleurs et moins, 20 travailleurs et plus. Donc là, j'ai vu quelques 20 travailleurs et moins dans le chat que je connais, 20 travailleurs et plus que je connais, on va les dire ensemble. Donc, 20 travailleurs et moins, ça nous prend un petit plan d'action. Qu'est-ce qu'on va faire pour identifier les risques, faire de la prévention? Qu'est-ce qu'on va faire pour adresser ces risques-là? Donc, un petit plan d'action, ce n'est pas obligé d'être très complexe. Hein? On peut aller dans un petit document. Genre, nous, mettons, je parle mon exemple. Hein? Chez nous, on peut avoir un risque de surcharge de travail. Absolument, c'est possible. Bon, mais quand il y a des moments de surcharge de travail, c'est quoi mes mécanismes pour m'assurer que tout le monde est confortable, tout le monde est bien et tout ça? Ça peut être des petites actions simples comme faire des rencontres 1 à 1 avec nos employés, s'assurer qu'ils sont bien, valider leur niveau de bien-être. Puis quand ils ne sont pas bien, c'est quoi les actions possibles, tout ça. Fait un petit plan d'action. Avoir un agent qui s'occupe de ce dossier-là, donc c'est un représentant, en fait, quelqu'un qui va prendre en charge ce volet-là, qui va être comme un représentant, s'assurer que ça se déroule bien. Puis là, bien ça, c'est au niveau santé-sécurité, là, avoir un registre de matières dangereuses et contaminants tenu à jour si vous avez des situations comme ça. 20 travailleurs et plus, bien évidemment que je dois avoir un programme plus structuré. Je dois avoir un comité paritaire SST puis un représentant qui est aussi qui est nommé. Donc, j'ai un petit peu plus d'obligations en termes de structure. Ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que je dois démontrer que je mets des actions en place pour démontrer, si jamais j'ai une plainte ou il arrive une situation, que j'ai mis des choses en place, que je prends action. Parce que si à un moment donné, vous êtes amené au tribunal administratif du travail, bien, c'est une game d'influence et de crédibilité. Donc, moi, je vais être capable de démontrer comme employeur que j'ai mis des actions en place, que j'ai fait des choses, que mes employés sont considérés dans la situation.
Donc, on veut s'assurer qu'on va mettre les choses de l'avant. Il y a aussi la possibilité dans notre programme de prévention structurée, tout ce qui est politique. Il peut y avoir des questionnaires aussi également au niveau des risques psychosociaux où on va aller sonder nos employés sur, par exemple, leur perception des risques psychosociaux et tout ça. Fait que dans les plus grandes organisations, on va aller mettre des choses comme ça de l'avant pour s'assurer vraiment de répondre aux besoins terrain. Mais c'est ça, il faut y aller avec parcimonie à ce point-ci, comme on ne sait pas comment la loi va être interprétée. Donc, on veut s'assurer de quand même faire des actions, que ça soit bien pensé. Moi, je recommande souvent à mes clients au niveau de la santé et sécurité en général, si vous êtes une assez grande organisation, c'est pas obligé d'être une multinationale, là, mais quelques employés, vous pouvez faire appel aussi à une mutuelle de prévention. Les mutuelles de prévention sont là aussi pour vous guider, vous aider à mettre tout ça en place puis vous assurer de votre conformité. Ça, c'est quand même important. Fait que ça peut être des outils. Si jamais il y en a qui veulent des références, ça va me faire plaisir de vous en donner. Là, vous pourrez me contacter à la fin du webinaire. Votre rôle, bien, c'est sûr, vous êtes au cœur de la prévention. Hein? Bien, on observe les signes. Moi, ma meilleure façon d'observer ces signes-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, les one-on-one, là, comment ça va sur 10? C'est quoi tes rushs dans le soulier en ce moment? Ça va me donner, je suis débordée, je capote, je dors plus. Ah, OK, cool, on a quelque chose ici. Donc, pour aller chercher les risques de surcharge, qu'est-ce qui se passe dans l'équipe? On est là pour écouter, hein, on est là pour écouter notre monde de plus en plus là, dans ressources humaines. On va écouter notre monde, on va les sensibiliser, on va être disponible pour eux. Le mieux, c'est de planifier ces moments-là où on est disponible. C'est pas vrai qu'on est tout le temps disponible. Donc, pour prendre leurs préoccupations et s'assurer qu'on avance avec eux. Dès qu'on a une situation qui est amenée à notre attention, bien, on agit immédiatement et on documente. Il arrive quelque chose, je documente. On s'est dit, hein, si on a une plainte, on va aller au tribunal, puis c'est ma crédibilité qui va être importante, donc je documente. Et bien sûr, bien, je donne l'exemple. Ça veut dire que je donne l'exemple au niveau de la reconnaissance, la gestion de mon temps. Je ne valorise pas nécessairement les courriels qui me sont envoyés à 2 heures du matin en disant « Hey, c'est le fun, tu as travaillé tard et tout ça ». Donc, on donne du soutien au quotidien. Donc, c'est ça, c'est vraiment important de regarder tout ça puis de s'assurer qu'on est un modèle puis qu'on est très collaboratif là-dedans. Avant de passer la parole à ma collègue aujourd'hui, juste vous dire, parce que j'ai cherché des jurisprudences, bien évidemment, j'aurais aimé ça vous amener des cas intéressants de jurisprudence au niveau des risques sociaux. Il n'y a rien qui est sorti, du moins qui a été porté à mon attention à ce point-ci. Par contre, j'ai quand même une décision du tribunal qui date de 2024, qui est une des décisions qui a amené à la modification de la loi, qui est quand même intéressante. C'est le cas d'une chauffeuse de camion lourd qui a porté plainte pour lésions professionnelles. Son diagnostic, c'était trouble de l'adaptation, bon, sont là vraiment souvent, et dépression majeure. Et le cas a été accepté au tribunal administratif du travail et il a été accueilli. Et évidemment, la dame a gagné sa cause pour lésions psychologiques. Pourquoi? Bien, dans son contrat de travail, premièrement, il était identifié que la dame devait travailler de 40 à 45 heures par semaine. La réalité, c'est qu'elle travaillait 57 heures par semaine documentées. Donc, des fois, dans certains milieux, on est content quand les gens sont des travaillants puis qu'ils en font plus puis tout ça, mais dans ce cas-là, ça n'a pas été très payant. Le contrat était mensonger. Hein? Première chose, on avait un contrat qui n'était pas réel, donc qui était mensonger. Et on avait quelqu'un qui travaillait beaucoup plus. Les conditions de travail qui avaient été présentées à l'embauche n'étaient pas respectées par la dame, dans le fond, par l'employeur. Donc, on avait mis des choses où on avait mentionné, parce que même si je les ai mentionnées verbalement, ben, c'est quelque chose qui a été dit et les conditions n'étaient pas respectées. L'autre point qui arrive quand même souvent, en tout cas moi je l'observe quand même assez souvent, c'est de l'équipement défectueux et un comportement moqueur de l'employeur. Fait qu'il y avait un équipement qui était défectueux, puis la dame allait voir son gestionnaire pour lui dire « Écoute, garde tel équipement, ça ne marche pas, j'aurais besoin qu'il soit ajusté maintenant. » Puis l'employeur « Voyons donc, arrête de chialer, là. » On ne fait jamais ça avec nos employés qu'on connaît depuis longtemps. « Arrête de chialer, là. Ça marche, là, c'est correct, là, garde. T'es correct, là, vas-y. » Comportement moqueur de l'employeur. Bien, toutes ces données-là ont amené à un jugement favorable pour la dame en lésion psychologique en milieu de travail. Puis on se remet à cette époque-là. C'était pas légiféré comme ce l'est aujourd'hui.
Donc, on peut présumer, j'ai hâte de voir, on fera peut-être un autre webinaire avec les jurisprudences là, de la loi 27 dans quelques temps, mais ça va être intéressant de suivre la jurisprudence puis de voir comment tout ça va évoluer tout en faisant votre rôle de gestionnaire. Alors, je passe la POC à Audrey pour la suite. Tu es sur mute, Audrey. Pardon, on y va. Ça va. Il y a eu un petit délai entre la POC. Ben Valérie nous a super bien expliqué les RPS dans le détail. Donc, tu sais, moi, de mon côté, ce qu'on va parler pour la suite du webinaire, c'est un petit peu plus à même le plan d'action. Tu sais, on vient de voir dans 2 slides précédentes, là, Valérie, qui parlait du plan d'action pour les entreprises de moins de 20 employés, puis d'un programme de prévention quand on est plus que 20 employés. À même ce plan-là détaillé que vous allez mettre en place au sein de vos organisations, il y a la partie la plus importante, la partie de prévention primaire que Valérie parlait, qui est d'aller creuser sur chaque point qu'est-ce que vous pourriez faire au sein de vos organisations pour prévenir les risques psychosociaux. Mais il y a aussi 2 autres sections que vous pourriez intégrer à votre plan finalement, qui est plus au niveau d'outils concrets que les employés peuvent utiliser, des mesures concrètes, des documentés dont vous faites la promotion régulièrement. Ça, c'est la partie importante, là, dont vous faites la promotion régulièrement. On a peut-être déjà un régime d'assurance collective, on a peut-être déjà un programme d'aide aux employés, comme on voit là, l'accès aux psychologues, travailleurs sociaux, justement, dans le régime collectif, la télémédecine, le compte mieux-être, je vais y venir plus loin, plus en détail. On a peut-être déjà tout ça en place, mais c'est hyper important de se rappeler qu'on doit les communiquer, ces différents points-là. Comment l'employé peut accéder à ces outils-là? C'est super d'avoir un service de télémédecine, mais est-ce qu'on détaille l'accès? Est-ce qu'on rend ça simple et facile pour les employés? Ça fait partie d'une stratégie de prévention. Si nos outils sont hyper clairs, mis de l'avant, ben c'est sûr et certain qu'ils vont être plus utilisés. Puis c'est sûr et certain qu'on va venir aider l'employé qui vit peut-être une surcharge de travail, mais d'autres situations à la maison. Puis un combo de tout ça, ben à ce moment-là, peut-être que si le PAE est communiqué aux 3 mois, par exemple, comme c'est recommandé, ben je vais peut-être aller chercher de l'aide avant d'arriver en arrêt de travail. Puis ça l'amène à la 3e partie de prévention, qui est plus au niveau de limiter l'impact. On va parler ensemble d'aspect d'avoir un programme d'invalidité courte, longue durée au sein de notre régime collectif. Bien, ça peut faire partie de votre plan de prévention dans l'aspect des stratégies. Vous avez votre programme d'aide aux employés, vous avez votre régime collectif, mais vous avez aussi un accompagnement d'invalidité lors des retours au travail, les retours progressifs. Donc, plusieurs choses que vous pouvez lister là, par rapport à l'invalidité qu'on va regarder ensemble. Donc, si on se plonge dans les points les plus importants de votre régime d'avantages sociaux, il y a l'aspect du programme d'aide aux employés. Programme d'aide aux employés qui est en fait un programme que vous pouvez mettre en place hors de votre régime d'assurance collective. On peut ne pas avoir d'assurance collective puis mettre uniquement un PAE en place. Puis ce que ça va venir faire finalement, c'est que l'employé va pouvoir appeler rapidement pour avoir accès à de l'aide psychosociale, psychologue, travailleur social, psychothérapeute. Le point le plus important du PAE, c'est l'accès rapide, confidentiel. Donc, il y a accès au numéro, il y a les outils en ligne, il peut y aller par le chat, par le téléphone. Donc, tu sais, un accès rapide et une consultation là, avec certains programmes d'aide aux employés, comme par exemple un programme qu'on va regarder ensemble après, c'est 2 à 8 jours d'attente pour avoir accès à un rendez-vous. Si on n'a pas de programme d'aide aux employés avec notre employeur puis qu'on cherche un psychologue ou un travailleur social, on risque d'attendre pas mal plus que 2 à 8 jours pour avoir un premier rendez-vous. Puis on sait que pour le soutien en santé mentale, la rapidité avant d'obtenir l'aide, c'est un point crucial puis déterminant là, pour la suite de l'aide de l'employé qui est dans une situation critique, là, par exemple. Il y a l'aspect du programme d'aide aux employés qui est les rapports d'utilisation anonymes. Donc, ça peut être un outil intéressant aussi dans votre identification des risques psychosociaux à l'intérieur de votre organisation. Le rapport est anonyme, mais vous pouvez avoir un bilan qui vous dit, bon, ben pour vos 40 employés, par exemple, on voit une tendance qui a beaucoup de consultations liées à des enjeux au travail. Bon, bien, déjà là, ça nous met en évidence une problématique, par exemple. Donc, une fois par année, on peut, ou plusieurs fois par année, on peut aller avoir accès à nos rapports puis aller faire
aller faire finalement aller avoir un petit peu plus de structure par rapport à notre intervention, puis du moins être au courant des problématiques identifiées. Les professionnels paramédicaux dans les soins médicaux, ça, c'est dans un régime collectif que vous pouvez mettre en place, que ce soit psychologue, travailleur social, psychothérapeute. Mais le point le plus important de cet aspect-là, c'est de vous assurer, est-ce qu'on peut utiliser ces professionnels-là après l'utilisation du programme d'aide aux employés? Donc, si vous avez un programme d'aide aux employés en place, ce serait un point intéressant à les valider. Est-ce qu'il y a une continuité de soins? Parce que ce qu'on voit beaucoup dans l'industrie, c'est une fois que l'employé a consulté le PAE, il a utilisé environ en moyenne 4 séances habituellement. Puis après 4 séances, pour plusieurs plans de PAE, ça se termine. Et on ne peut pas continuer de voir le spécialiste parce que le spécialiste est un employé du PAE. Il y a d'autres programmes d'aide aux employés où est-ce que le psychologue, par exemple, n'est pas un employé du PAE et donc l'employé peut continuer de voir le psychologue pour 4, 5, 6 séances supplémentaires. Et c'est souvent ce qui est idéal puis ce qui fait en sorte que l'employé va continuer puis va vraiment aller mieux à travers le temps parce qu'il va avoir un soutien plus de longue durée. Donc, peut-être valider ce point-là, est-ce que vos paramédicaux, les remboursements de paramédicaux peuvent prendre le relais après les 4 séances de votre programme d'aide aux employés si vous en avez un en place. S'assurer qu'il y a un lien entre les deux. Télémédecine, ça peut être intéressant aussi comme outil à mettre en place, pas nécessairement avec votre régime collectif, c'est parfois inclus dans les régimes collectifs, mais vous pouvez très bien mettre en place un service de télémédecine complètement à part, puis l'intégrer dans vos outils justement de qu'est-ce que vous faites vous comme employeur pour faciliter l'accès à la santé, à la meilleure santé psychologique et santé physique des employés. Donc, c'est sûr, on parlait tantôt de l'absentéisme, présentéisme, mais c'est sûr que la télémédecine va avoir un impact sur ce point-là aussi. On dit que c'est à peu près 4 heures de temps de sauver, en fait, quand on fait appel à la télémédecine plutôt que quand on n'en a pas finalement au sein de notre entreprise. Donc, on peut éviter un peu d'absence aussi avec ça. La télémédecine ne règle pas tout. C'est pour des consultations avec un médecin en virtuel. Le médecin ne peut clairement pas tout diagnostiquer, mais ça peut être un point d'accès rapide quand même, puis une première consultation pour rassurer l'employé. Je reviens juste un petit point par rapport au programme d'aide aux employés. Ce qui est non négligeable aussi, c'est vous assurer si vous avez l'aspect d'aide pour la santé financière. Le stress financier chez les employés est en hausse, a un impact énorme sur la charge de stress au travail de l'employé, puis il va se ressentir dans même sa productivité au travail. Donc, les programmes d'aide aux employés qui ont du soutien santé financière, ça vient outiller l'employé quand il ne sait plus quoi faire, quand il est dans une situation où il a besoin de soutien, peut appeler le programme d'aide, avoir du soutien dans la gestion de ses finances, voir plus clair, être rassuré, puis ça va se découler sur son travail puis sa productivité aussi. Fait que c'est un autre soutien de première ligne, le niveau financier que vous pouvez avoir dans le PAE. Compte mieux-être, ça peut être quelque chose que vous pourriez regarder plus dans votre régime collectif, mais ça, ce serait dans le but de favoriser un petit peu plus le volet santé physique de l'employé. On parlait tantôt des douleurs, par exemple, musculo-squelettiques. Donc, si l'employé se retrouve avec des douleurs, peut-être causées par le stress, peut-être causées par un élément justement au sein de l'organisation, la surcharge, à ce moment-là, va peut-être utiliser son compte mieux-être pour quelque chose qui lui fait du bien, puis va peut-être finalement se résulter en moins d'impact sur l'organisation. Donc, compte mieux-être peut être un élément crucial dans votre régime, qui est en fait un montant annuel de remboursement. Donc, vous pouvez, exemple, moi, dans mon organisation, c'est un montant fixe de 600 $ par année. 600 $ par année que l'employé peut utiliser selon ses besoins. Donc, que ce soit pour plus de chiro, physio, pour des traitements spécifiques, pour bonifier son montant dans son régime, ou que ce soit pour autre chose, même des volets financiers, des primes d'assurance personnelle, des trucs plus liés au mieux-être, au supplément ou à l'activité sportive. Si on passe maintenant au volet plus invalidité, je vous ai mis juste des petites notes par rapport à votre régime invalidité, quoi garder en tête. Si vous avez un régime d'assurance collective en place, il y a souvent la garantie invalidité longue durée. Dans plusieurs régimes, maintenant, il n'y a plus la portion d'invalidité courte durée. On le laisse à l'assurance emploi. Donc, les 6 premiers mois d'un arrêt de travail, l'employé est finalement
avec l'assurance emploi, puis continue après ça sur l'invalidité longue durée quand ce n'est pas des lésions liées au travail. Donc, quand le but de mettre en place un bon volet de police invalidité dans votre régime collectif, c'est pour soutenir l'employé avec toutes les autres causes. Donc, tu sais, si, par exemple, mon arrêt de travail n'est pas lié à quelque chose directement, et peut-être indirectement lié, mais pas nécessairement directement lié avec le travail, bien, votre régime invalidité va venir le soutenir. C'est l'objectif. Invalidité longue durée, pourquoi c'est important de mettre ça en place si vous avez un régime collectif? C'est que l'invalidité longue durée, c'est la partie qui n'est pas couverte par le gouvernement. Donc, si on n'a pas de régime collectif, qu'est-ce qui arrive à l'employé s'il n'est pas payé par la CNSST quand il est en arrêt de travail? Bien, après 6 mois de l'assurance emploi, là, il y a un gros néant financier pour l'employé. Il y a vraiment un stress financier qui va arriver parce qu'il faut être invalide totalement pour être payé par le gouvernement après les 6 mois de l'assurance emploi. Ce qui est plutôt rare d'avoir un diagnostic d'invalidité totale. Donc, la personne peut se retrouver là, avec un gros changement de vie à ce moment-là. Alors, si on veut bien soutenir les employés et éviter le stress financier, bien les soutenir, c'est d'avoir un régime longue durée mis en place avec un plan d'accompagnement, plan de retour au travail progressif, encadré, soutenu. C'est un des points les plus importants pour favoriser un retour au travail le plus rapide. On voit ici le 6 semaines, c'est 6 semaines de moins par dossier de réduction en fait de temps là, quand on est en arrêt de travail, quand on a une gestion proactive de l'invalidité. Soutien psychologique maintenu pendant l'absence de l'employé, c'est un autre point super important. Quand l'employé est en arrêt de travail, il y a la conservation d'habitude des soins médicaux, incluant le volet du programme d'aide aux employés, puis des paramédicaux dans les soins médicaux. C'est hyper important parce que pendant son arrêt de travail, l'employé va pouvoir continuer de soutenir sa santé psychologique et donc favoriser son retour au travail beaucoup plus rapidement. Et autre fait intéressant à savoir pour les employeurs, c'est que les réclamations d'invalidité, si vous avez 3 personnes en invalidité, ça n'aura pas d'impact sur votre prime que vous payez comme organisation. Puis souvent, c'est quelque chose qu'on va penser, ah oui, si je mets en place un régime collectif, puis que je m'assure justement de prévenir, puis je leur mets un filet de sécurité comme ça, bien, peut-être que les coûts vont exploser s'il y a des arrêts de travail. Bien, au contraire, dans les PME, la prime est calculée selon la démographie du groupe. Donc, l'âge, les salaires, les postes n'est pas calculé selon l'utilisation. Alors, ça ne changera rien si, côté coût de votre régime collectif, ce ne sera pas une pression financière que vous vivriez. Puis, pourquoi je parlais d'invalidité? Point le plus important, c'est qu'une invalidité sur 3 au Canada est liée à un problème de santé mentale. Donc, on fait la boucle ici avec notre programme d'aide aux employés qu'on parlait avant, l'aide via la télémédecine, que ce soit pour santé physique, santé psychologique, le compte mieux-être pour prendre soin de soi. C'est pas mal ça, les outils qu'on pourrait mettre en place de manière concrète là, pour venir soutenir les employés. Puis via votre accès à la Chambre de commerce, finalement, je voulais juste vous partager pour que vous soyez au courant que vous avez accès à un régime. En tant que membre d'une Chambre de commerce, vous avez accès à un régime d'assurance collective qui inclut un programme d'aide aux employés, qui inclut la télémédecine, qui inclut les couvertures de services paramédicaux que je viens de parler, le compte mieux-être. Donc, tout ça, c'est dans un programme qui existe et qui est offert par le régime des chambres de commerce. Ça peut être une porte d'entrée si vous voulez faire une première évaluation. Ça coûterait combien à peu près mettre ce genre de programme-là en place? Ça peut être une super belle porte d'entrée pour regarder parce que c'est fait pour les PME. Donc, c'est des coûts un petit peu plus stables et gérables pour vous. Puis sinon, de l'autre côté, ça pourrait être un programme d'aide aux employés tout simplement à part avec des fournisseurs là, comme TELUS ou Dialogue que vous pourriez regarder aussi. C'est pas mal ce qui conclut mon volet de présentation. Je ne sais pas si on avait des questions. Merci Audrey, merci Valérie. C'était vraiment intéressant. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, oui, on va passer aux questions. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je pense qu'il y a une question dans le chat. Donc, je vous invite à inscrire vos questions. Je me ferai un plaisir de les transmettre ou bien vous pouvez répondre directement, Audrey et Valérie, si... Et moi, j'ai vu une question pendant la présentation de David. Est-ce que les jurisprudences sont accessibles à tous, puis où on peut les trouver?
La réponse, c'est oui. Il y en a qui sont disponibles à tous. On peut les chercher si vous cherchez dans Google, là, jurisprudence, risques psychosociaux ou harcèlement, ou même peu importe ce que vous vivez là, dans votre organisation. Si vous faites une recherche, il y a quelques cas qui vont sortir. Si vous êtes vraiment intéressé, nous, on lit les arrêts de cours comme si c'était un soap américain, là. Fait que nous, on est inscrite à plusieurs listes de distribution de cabinets d'avocats. Fait que chaque mois, on reçoit, là, nous, entre autres, notre préféré s'appelle Gestion Plus. Il y a un coût à ça, mais si ça vous intéresse. On reçoit les arrêts de cours, là, qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier mois. Puis des fois, on est bien découragé quand on lit des affaires. Je pense que je pourrais vous en parler toute la journée, mais ça amène des jurisprudences, c'est intéressant. Mais oui, vous pouvez y avoir accès, certaines gratuitement, sinon, si vous êtes intéressé avec un petit coût, là, ça va vous donner l'information requise. J'espère que ça répondait à la question, sinon n'hésitez pas à renchérir dans le chat. Ah, une deuxième question. Merci. Merci Valérie. Alors, quel est le coût moyen pour instaurer un PAE pour les entreprises de 20 employés plus? Si on met en place un PAE seulement, sans régime d'assurance collective, par exemple avec TELUS, là, ça va être autour d'à peu près 4 par employé par mois environ. Puis un petit frais additionnel quand il y a la télémédecine aussi. Eux, ils font le combo des deux. Il y a Dialogue aussi comme option, mais il y a un nombre minimum d'employés là, quand on regarde plus du côté de Dialogue. TELUS est pas mal le plus populaire pour quand on n'a pas d'assurance collective, qu'on met juste PAE télémédecine. Si on a déjà de l'assurance collective, ben là, c'est à regarder le côté PAE avec l'assureur, le fournisseur actuel. Ça peut être intéressant aussi. Si on parle du régime des chambres de commerce que je viens de montrer, celui-là est un petit peu plus dispendieux, le régime des chambres de commerce. Dans le régime, il faut avoir l'assurance collective par contre. Avec le régime des chambres de commerce, on ne peut pas prendre juste le PAE. Mais il est un petit peu plus dispendieux, mais il est 12 heures de consultation par année, ce qui n'est pas du tout le cas d'aucun PAE dans le marché. Comme je disais tantôt, là, c'est plus autour de 4 heures. Et il fait le pont. Donc, tu sais, je parlais du fait de la continuité des consultations. Donc, le PAE du régime des chambres, l'avantage qu'il y a, c'est que, par exemple, je l'ai là, au sein de mon organisation, quand un employé a terminé ses 12 heures dans l'année, il peut continuer de voir le même spécialiste. Il n'y a pas à reprendre toute son histoire et son bagage avec quelqu'un d'autre. Il voit le même spécialiste et il réclame dans ses paramédicaux. Donc, finalement, les gens là, se retrouvent à avoir là, 18 séances à peu près là, par année, ce qui est énorme et peu accessible dans les régimes d'habitude. Donc, c'est la différence, je dirais, avec le PAE du régime des chambres, qui est à peu près le double du prix, là, qui est 7,95 par employé par mois, mais qui est à peu près le double du service aussi. J'espère que ça répond à sa question. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. Audrey et Valérie, elles aiment vraiment répondre aux questions. Puis si jamais vous voulez nous contacter aussi, là, des fois, on n'a peut-être pas la question ce midi ou on a un meeting qui commence dans 15 minutes puis on se demande si on va avoir le temps d'aller à la salle de bain avant, là, mais n'hésitez pas à nous envoyer un courriel si vous avez des questions, ça va nous faire super plaisir, là. Des fois, c'est des cas spécifiques à votre organisation, ça va nous faire plaisir de vous répondre, là. Et d'ailleurs, il y a le site web qui est affiché, donc n'hésitez pas à vous connecter et puis contacter Audrey et Val. Moi, j'aurais une question, si personne d'autre a une question. Moi, j'en ai une en particulier. Je me demandais, donc, si une entreprise offre déjà un programme d'aide aux employés, donc pourquoi ils devraient utiliser le programme que tu as discuté tout à l'heure, Audrey? Je pense que le point le plus important, c'est d'évaluer est-ce que notre programme d'aide d'employés en place il est ouvert et classé. Un peu comme on parlait tantôt, le programme, le document fait et rangé dans le tiroir. Là. Si c'est ça, puis il est sur la table parce que l'accès est bof, puis le service est bof, puis le nombre d'heures bof, ben tu sais, je pense que la première étape, c'est de revoir ça. Est-ce qu'on a vraiment un programme bien pour les employés, qui est facile d'accès, qui a des bons commentaires, qui a un nombre d'heures qui fait du sens dans les besoins. Tu sais, le nombre de consultations en moyenne, exemple avec le programme d'aide du régime des chambres, c'est 6,5 heures. Donc, clairement qu'avec, ça c'est moyenne, donc tu sais, clairement qu'avec un 3-4 heures, là, on n'arrive pas à soutenir les employés. Ils disent même
il y avait une étude qui est sortie là, de Desjardins qui disait que le montant dans nos soins paramédicaux pour les psychologues qu'on devrait mettre en place pour être suffisant pour soutenir la santé mentale des employés, c'est 2 500 $ de remboursement juste pour les psychologues. C'est impossible dans une PME d'avoir... Je dis impossible, peut-être quelqu'un pourrait nous dire dans le chat qu'il y a ça, mais dans une entreprise de 25 employés, avoir 2 500 $ de remboursement possible dans nos paramédicaux, psychologues, travailleurs sociaux, c'est quasiment impossible. T'sais. Donc, il faut avoir un bon mix, bon programme d'aide, puis bon soutien psychologique dans nos paramédicaux si on veut réellement aider les employés par rapport à ça, puis être en prévention justement et non juste en réaction. Très bon point. Merci, Audrey. Est-ce qu'on a d'autres questions, Amélie? Non? Bon, nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Donc, au nom de toute l'équipe de la CCIVS, oh, merci. Je pensais que c'était un membre. Donc, au nom de toute l'équipe de la CCIVS, je tiens à remercier Valérie et Audrey pour leur généreux partage d'expertise, ainsi que chacun d'entre vous pour votre présence et votre participation. Donc, avant de nous quitter, nous aimerions beaucoup connaître votre appréciation de cette activité. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à scanner le code QR affiché à l'écran afin de répondre à quelques questions. C'est vraiment 1 minute. Ce sera vraiment pas long. Donc, cela va vraiment nous aider pour notre prochain webinaire et aussi savoir qu'est-ce que vous voulez qu'on présente la prochaine fois. Merci encore pour votre confiance et bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Bye bye. Merci tout le monde.